Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire avec Urgence Santé. Hop, juste une minute. Je vais arrêter ça à côté. Bonjour tout le monde. Alors, ça nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Urgence Santé avec la présence de Mme Hélène Auger et de M. Jean-Pierre Rouleau, qui vont venir vous parler aujourd'hui de comment ça fonctionne, Urgence Santé, mais aussi les innovations qui s'en viennent aussi. Ça, c'est une partie qui va être très intéressante pour vous parce que ça va emmener plein de choses. Je pense que c'est un webinaire intéressant et pour ceux qui ne sont pas dans la zone d'urgence santé, dites-vous une chose, c'est que à un moment donné, tout le monde finit par faire le même système un peu partout. Donc, ça va vous informer quand même de ce qui s'en vient comme innovation au niveau des soins ambulanciers et tout ça au Québec. C'est avec plaisir qu'on les accueille et on les remercie beaucoup. Alors, on va vous céder la parole. Bien, d'abord, merci, Monsieur Lupien. Merci de prendre le temps de nous accueillir. C'est fort apprécié. Donc, vous l'avez bien dit, hein, l'objectif aujourd'hui est vraiment de parler un petit peu des services ambulanciers, mais surtout parler du 911. Comment ça fonctionne lorsqu'un appel est logé au 911? On va tenter de démêler tout ça, de démystifier certaines choses lorsqu'un appel est placé finalement au 911. Pourquoi on vous pose des questions? C'est quoi l'objectif derrière ça? Et oui, M. Lupien, vous l'avez dit, peut-être de commencer à ouvrir un peu sur le 911 de demain, le 911 prochaine génération, ce que ça va permettre. Donc, on va également l'aborder un petit peu. Donc, on a pour vous une petite présentation qui devrait durer environ une demi-heure, 40 minutes. Et par la suite, on se réserve un temps pour les questions si jamais il y en a. Avant de débuter, je vais me présenter, puis par la suite, je pourrai passer la parole à ma collègue Hélène. Donc, Jean-Pierre Rouleau, je suis commandant au Centre des communications santé. J'ai fait ma carrière à Urgence Santé. J'ai commencé comme paramédic, donc j'ai vraiment commencé au niveau du terrain pour ensuite vaguer plus à des fonctions de gestion. Donc, je me suis promené dans l'organisation, tant au niveau de la gestion des interventions opérationnelles qu'au niveau du Centre des communications santé. Donc, je considère avoir une expérience là, relativement vaste en pré-hospitalier. Donc, je veux mettre peut-être ces connaissances-là à contribution pour vous outiller ou du moins pour répondre le mieux possible à vos questions aujourd'hui, le cas échéant. Donc, avant de débuter ma présentation, Hélène, je te lègue le micro si tu veux te présenter. Bonjour, donc je me présente Hélène Auger, conseillère principale en gestion des ressources humaines à Urgence Santé. Je suis ici depuis un peu plus de 10 ans et je suis coordonnatrice du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Donc, Urgence Santé, en tant qu'organisme public, on a justement à publier et à rédiger à chaque année le plan d'action à l'égard des personnes handicapées et on collabore avec la COFAN depuis et avec Audition Québec, avec différents organismes pour justement nous assurer à chaque année que les mesures, les obstacles qu'on voit par rapport aux services qu'on offre, pour les personnes handicapées, qu'on soit vraiment à l'écoute des organismes. Donc, la COFAN participe activement à commenter notre plan et c'est justement l'an dernier, une des suggestions qu'ils avaient contiennent un webinaire pour bien expliquer aux personnes en situation de handicap comment se déroule un appel 911. Donc, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir réaliser cette activité-là. Donc, bon webinaire à tous. Merci, Hélène. Donc, je vais débuter, pardon, je vais débuter la présentation. Pendant la présentation, si vous avez des questions, s'il y a des choses aussi qui ne sont pas claires, si mon débit de voix est trop rapide ou bref, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez profiter de ce moment-là. Donc, Hélène se porte garante tant au niveau du chat qu'au niveau des mains levées à m'interpeller le cas échéant si jamais il y a des interventions qui sont à faire en cours de présentation ou sinon, à la fin de la présentation, comme je disais, on s'est alloué un temps qui est quand même relativement important pour répondre à vos questions, tant sur la présentation ou toute autre question qui pourrait vous venir en tête, puis on va essayer d'y répondre là, de façon la plus précise possible. Alors, je vais débuter mon partage écran. Peut-être juste me confirmer que vous voyez bien mon écran, présentation urgence santé. Donc, un instant, là c'est moi qui ai des petits enjeux techniques. Allons-y. Alors, rapidement,
Urgence Santé, en fait, c'est qui? Ben, c'est l'entreprise ambulancière qui est responsable des soins préhospitaliers d'urgence sur le territoire de Montréal et le territoire de Laval. Donc, on parle d'un territoire de 744 km² et environ 2,5 millions d'habitants la nuit. Pourquoi je précise la nuit? Parce que le jour, les deux îles se gorgent de gens. Les gens viennent travailler sur l'île de Montréal, sur l'île de Laval. Donc, 2 jours sur semaine, on est plus de l'ordre de 3,2 millions d'habitants. Et une fois la journée de travail terminée, ben, les gens retournent à la maison et on revient avec notre population de 2,5 millions. La grande responsabilité d'Urgence Santé, ben, c'est d'assurer à la population montréalaise lavalloise des services préhospitaliers d'urgence de qualité qui sont efficaces et appropriés afin de réduire la mortalité et la morbidité. Soyez sans crainte, ceux qui ne demeurent pas à Montréal ou à Laval, il y a d'autres entreprises ambulancières qui ont la même mission. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas à Montréal que vous n'êtes pas en sécurité. Peut-être un petit peu plus à Montréal, je fais des blagues. C'est pas parce que vous n'êtes pas à Montréal que vous n'êtes pas en sécurité, mais aujourd'hui, le compte tenu qu'il s'agit d'urgence santé, c'est vraiment les deux îles qui sont couvertes par les services d'urgence santé. Urgence Santé a le mandat d'assurer d'assurer vraiment et de coordonner et d'évaluer l'ensemble des activités de la chaîne d'intervention préhospitalière. Qu'est-ce que c'est la chaîne d'intervention préhospitalière? C'est vraiment du premier intervenant. Il se passe quelque chose. Donc, on est témoin d'une situation urgente, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre, où il y a l'appel au 911, l'appel est transféré au centre de communication santé, où il y a l'affectation des ressources, donc ressources premiers répondants, ressources ambulancières, jusqu'au transport vers une salle d'urgence. Aujourd'hui, on va mettre beaucoup d'emphase sur le centre de communication santé parce que c'est avec eux, c'est avec les gens qui y travaillent que vous êtes en contact lorsque vous appelez pour un problème d'urgence médicale. Clairement, quand c'est le 911, on le sait, c'est un usage unique pour les différents services d'urgence, que ce soit pour le service de police, que ce soit pour le service d'incendie ou encore pour le service d'ambulance, c'est la même porte d'entrée. C'est vraiment le 911 qui est le numéro à composer lors d'une situation d'urgence. Mais en fonction du type d'intervention, à ce moment-là, l'appel ou du moins l'appelant va être redirigé vers le bon centre d'appel pour répondre aux besoins de la personne qui est en détresse ou la personne qui a signalé le 911. Comme par exemple, si on est témoin ou on est victime d'un vol, d'un méfait, on fait le 911, mais à ce moment-là, on va plus être dirigé vers le service de police. Si il y a un incendie, à ce moment-là, plus vers le service d'incendie. Mais s'il y a un problème de santé urgent, à ce moment-là, on va être envoyé vers urgence santé. Et si les trois services étaient nécessaires, par exemple, un accident de la route avec incarcération et avec des blessés, ben, l'appel serait dirigé vers les trois centres de façon simultanée pour que les trois services puissent venir porter secours à la personne qui est dans le besoin, service de police pour les accès, la circulation, service d'incendie pour la désincarcération et naturellement le service d'ambulance pour s'occuper des personnes, les personnes blessées ou les personnes malades. On va mettre de l'emphase. Hein. Pour moi, je ne parlerai pas beaucoup de la police aujourd'hui. Je ne suis pas policier. Je n'ai pas non plus toutes les connaissances liées à ça. Je ne suis pas pompier non plus. Par contre, je suis paramédic. Alors, je vais vous parler vraiment des services d'ambulance. Donc, quand appeler l'ambulance? Quand est-ce qu'on appelle l'ambulance? Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour toute situation où la vie d'une personne est en danger. Que ce soit parce que la personne est inconsciente, parce qu'elle est en arrêt cardiaque, elle s'est étouffée, elle convulse, problème diabétique, problème respiratoire, d'autres symptômes aussi comme des AVC, des saignements, accouchements, accidents de la route, intoxication. Ce sont tous des cas qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens, donc où une personne est en danger, à ce moment-là, on fait le 911. Quand il s'agit d'un simple conseil, par exemple. On a un petit rhume, on veut savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour ça. Il y a d'autres services qui existent, comme le 811, par exemple, qui vont nous diriger davantage vers Info Santé, où là, les gens, allô,
les gens à l'autre bout du fil sont formés pour nous donner des conseils de santé. Tandis qu'au 911, les gens ne sont pas formés pour donner des conseils de santé. Les gens au 911 sont formés pour déterminer le niveau d'urgence, d'assister les personnes dans le besoin à travers des consignes, donc transformer un appelant en intervenant et l'affectation des bonnes ressources en fonction du type d'appel auquel on fait face. Alors, aujourd'hui, on va plus parler de ça. Donc, lorsque la prise d'appel, quelles questions le répartiteur, répartitrice médicale d'urgence pose? Quand je parle d'un RMU, vous allez m'entendre souvent dire RMU aujourd'hui, c'est un répartiteur, répartitrice médicaux d'urgence. Donc, c'est le petit acronyme là, qui me fait sauver un petit peu de salive quand je fais ma présentation. Comment ça se déroule un appel au 911? Comment ça marche? Je l'ai un petit peu dit tantôt. Donc, je suis témoin d'une situation d'urgence. Je suis avec quelqu'un qui vit une situation d'urgence ou je vis moi-même une situation d'urgence. À ce moment-là, je décroche le téléphone. C'est la seule façon présentement de rejoindre le 911, c'est par voie téléphonique. Donc, je fais le 911 et à ce moment-là, l'appel est dirigé vers un premier opérateur, l'opérateur du 911. Lui, il veut savoir où est-ce que vous êtes, donc dans quelle ville, c'est quoi votre adresse, c'est quoi votre numéro de téléphone et qu'est-ce qui se passe pour renvoyer la bonne ressource. Est-ce qu'il s'agit d'un problème police? Est-ce qu'il s'agit d'un problème pompier? Ou est-ce qu'il s'agit d'un problème médical, donc d'envoyer les ressources préhospitalières? Fait que ça, c'est le premier tri. Et dès que l'opérateur du 911 a cette information-là, il va basculer l'appel vers le RMU, le répartiteur médical d'urgence, du centre de communication santé. Et c'est là que l'histoire commence, si on veut. L'histoire d'aujourd'hui, c'est un petit peu là que ça commence. C'est lorsqu'on entre en contact avec le répartiteur médical d'urgence. Et lui, il veut savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, après avoir validé votre localisation, la première question qu'il va vous poser, c'est dites-moi exactement ce qui s'est passé. L'objectif est de comprendre la situation pour qu'on soit en mesure d'envoyer les bonnes ressources. On va y revenir un petit peu plus loin. Une fois qu'on a déterminé le niveau d'urgence à travers un questionnaire, il y a l'affectation des bonnes ressources. Donc, on peut affecter les premiers répondants, qui est le service d'incendie, mais pas parce qu'il y a le feu. Parce que les premiers répondants sont normalement plus rapides, parce qu'ils ont une gestion de proximité avec leurs citoyens. Donc, normalement, les premiers répondants réussissent à arriver un petit peu plus vite dans certaines zones que les paramédics, que le véhicule ambulancier. Et l'objectif d'envoyer les premiers répondants, c'est que les soins puissent débuter tout de suite en attendant l'arrivée des paramédics. Ensuite, il y a l'envoi de l'ambulance, il y a l'arrivée des paramédics sur les lieux qui, eux, vont évaluer la situation, ils vont prodiguer les soins, ils vont administrer des traitements pour ensuite transporter, lorsque requis, un patient dans un hôpital, donc vers un centre hospitalier. Il se pourrait que le patient soit laissé à la maison ou qu'on ait déterminé avec le patient d'autres trajectoires de service parce que leur situation, en fait, on veut répondre aux besoins. Ça se pourrait que on envoie le patient vers une clinique, ça se pourrait qu'on envoie le patient vers un autre professionnel de la santé qu'une salle d'urgence. Ce qu'on veut, c'est d'envoyer vraiment le patient vers la bonne ressource, mais plus souvent qu'autrement, le patient est amené dans un centre hospitalier pour que les soins puissent être prodigués à la personne qui est dans le besoin. Ça va jusque-là, Hélène? Le débit est bon? On a-tu des thumbs up? Tout est correct? Excellent. On continue. Donc, je vous ai dit, le RMU, lui, ce qu'il veut vraiment, c'est de savoir, où vous êtes. S'il ne sait pas où vous êtes, il ne peut pas vous envoyer d'ambulance. Il ne sait pas où l'envoyer. On ne peut pas envoyer. Donc, la première chose à valider, c'est confirmer le lieu de l'urgence. Donc, on va tenter là, par tous les moyens de savoir exactement où est-ce que vous êtes. Ça peut être par géolocalisation d'un cellulaire, mais c'est souvent par la validation d'adresse, donc en fonction de ce que dit l'appelant au bout du fil. Oui, bonjour, je suis au 6700 Jarry-Est. Donc, on est en mesure de valider l'adresse et d'envoyer les secours au bon endroit. Si la personne dit « je ne sais pas où est-ce que je suis à l'extérieur, j'ai aucune idée », donc le RMU, avec quelques manœuvres, est capable, si l'appel provient d'un téléphone cellulaire,
par triangulation, il est capable d'avoir une bonne idée d'où se trouve le patient, mais ça prend un petit peu plus de temps que juste de donner l'adresse. Donc, on privilégie de donner l'adresse. Et s'il s'agit d'une ligne téléphonique cuivrée, donc les anciens téléphones, bien, la ligne est associée à une adresse, donc c'est assez facile de localiser le patient. On veut savoir ce qui se passe. Pourquoi vous avez besoin d'une ambulance aujourd'hui? Donc, c'est vraiment là, pourquoi vous faites le 911? Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est de décrire la situation. Ça, c'est important. Dites ce qui se passe du mieux que vous pouvez. Est-ce qu'il y a des dangers aussi pour les intervenants qui sont en route? Qui appelle? Est-ce que c'est la personne qui appelle pour elle-même? Est-ce que c'est elle, la personne qui est blessée? Ou si elle appelle pour quelqu'un d'autre, est-ce que la personne est témoin d'une situation? C'est qui la victime? Est-ce que c'est notre père, nos enfants, un voisin, un ami? Quel âge il a à peu près? C'est quoi le sexe aussi de la personne? Est-ce qu'on intervient auprès d'un homme, auprès d'une femme? Ce sont tous des informations excessivement importantes qui vont être transmises aux paramédics, qui vont aller porter secours à la personne et bien sûr, comment se porte la victime. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est inconsciente? Est-ce qu'elle respire? Ce sont tous des questions qu'on va devoir poser. D'ailleurs, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça va très mal ou est-ce que ça va pas trop mal? Alors, on va vous poser des questions pour savoir ça. C'est hyper important parce que ça va déterminer de quelle façon on envoie les ressources. Est-ce qu'on envoie les ressources ambulancières avec sirène et gyrophare ou si on les envoie tranquillement parce que la situation est non urgente. Donc, c'est important pour le RMU, le répartiteur médical d'urgence, de bien déterminer de quoi il s'agit. Donc, ils vont vous demander, est-ce que la personne pour qui vous appelez réagit normalement? Est-ce qu'elle est alerte? Est-ce qu'elle est confuse? Est-ce qu'elle est désorientée? Est-ce que cette personne-là est somnolente? Ce qu'on veut vérifier avec ça, c'est l'état de conscience. Ensuite, on va parler de la respiration. Est-ce que la personne respire normalement? Est-ce que sa respiration est anormale? Est-ce qu'elle a de la difficulté à respirer? Est-ce qu'elle est incapable de respirer? Genre une personne qui, entre chaque respiration, a de la difficulté à parler, bien, ce sont tous des signes que cette personne-là est peut-être en détresse respiratoire. On veut savoir s'il y a des blessures. Est-ce que la personne a des fractures, des brûlures? Est-ce qu'elle s'est blessée? Si oui, à quel endroit? Bien sûr, ça va aider à déterminer le niveau d'urgence. Est-ce qu'il y a un saignement? Est-ce que la personne saigne? Parce que si la personne saigne abondamment, on va le voir à la prochaine diapo, un des objectifs du RMU, c'est de transformer un appelant en intervenant. Donc, ça pourrait arriver que on indique aux gens comment faire pour arrêter un saignement. Ça fait partie des exemples. Donc, est-ce que la personne saigne? Est-ce qu'elle a pris des médicaments? Est-ce que cette personne-là est intoxiquée? Est-ce qu'elle est connue pour des problèmes de santé? Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui est posées par le répartiteur médical d'urgence, mais l'objectif derrière ça, c'est vraiment d'envoyer les bonnes ressources et de la bonne façon vers la victime et que les paramédics puissent avoir le maximum d'informations avant d'arriver sur les lieux. C'est pas parce que c'est tannant, hein, souvent se faire poser autant de questions, surtout dans une situation urgente, on aurait tendance à dire les questions, ça va-tu finir, je veux juste avoir mon ambulance, mais c'est important de poser ces questions-là parce que ça va déterminer là, qui on envoie, le bon niveau de soins pour que la personne ait les bons traitements une fois que les paramédics sont sur les lieux. On va aussi vous demander d'autres choses. J'ai dit tantôt, l'objectif, c'est de déterminer le niveau d'urgence, mais aussi de transformer un appelant en intervenant lorsque c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Dans l'impossible, nul n'est tenu. Mais des fois, c'est possible. Alors, le RMU va souvent demander, est-ce qu'il y a un défibrillateur? Si oui, allez le chercher ou envoyer quelqu'un le chercher. Si, par exemple, on était dans une situation d'accouchement, ça pourrait arriver que la personne dit, ayez des lacets. Ça peut paraître un petit peu farfelu, mais si on réussit à mettre le bébé au monde, ça prend quelque chose pour clamper le cordon ombilical. Donc, des lacets peuvent faire le travail. Aller chercher des serviettes chaudes, des serviettes propres pour envelopper le bébé. Donc, ce sont des consignes qu'on pourrait recevoir lors d'un accouchement. Ça pourrait arriver aussi qu'on invite les gens à faire des manœuvres de désobstruction des voies respiratoires, qu'on invite les gens à faire de la RCR. On l'a dit tantôt, contrôler des hémorragies.
tous ces gestes qui sont posés par l'appelant qui est devenu un intervenant peut faire la différence entre la vie et la mort auprès de la personne qui est dans le besoin. Donc, c'est hyper, hyper important les consignes qui sont données. Il peut y avoir aussi de l'administration de médicaments. Hein, on en parle. Souvent, les gens qui sont connus pour, je ne sais pas si parmi vous, des gens sont connus pour des réactions allergiques. Peut-être que vous avez en votre possession un EpiPen, par exemple. C'est une seringue, un auto-injectable que, lors d'une situation de réaction anaphylactique, qu'on peut administrer ce médicament-là. Le Ventolin, l'analoxone aussi, on en parle beaucoup, beaucoup dans les médias avec la crise aux opiacés, la crise au fentanyl. Donc, ce sont tous des médicaments qu'on peut retrouver sur les lieux d'intervention où est-ce que, lorsque la situation est requise, bien, qu'on vous invite à les administrer auprès d'une personne qui est dans le besoin. Donc là, on a identifié le patient, on sait où il est, on a évalué le patient, on connaît le niveau de priorité, on a commencé à administrer les soins en attendant l'arrivée des paramédics. Et qu'est-ce qui nous restera à faire? Lorsque possible, déverrouiller la porte. Comme ça, les paramédics n'auront pas à attendre à la porte lorsqu'ils arrivent pour avoir accès à vous. Donc, envoyez quelqu'un débarrer la porte vous-même lorsque c'est possible. Allumez les lumières, hein, surtout la nuit. Trouver un numéro civique à bord d'un véhicule ambulancier la nuit, c'est pas toujours évident. Donc, assurez-vous que les lumières sont bien allumées pour que les paramédics entrent dans la bonne maison. Hein, ça serait dommage qu'on entre chez le voisin parce que le numéro civique était pas visible. Lorsque possible aussi, guider les paramédics. On ne sait pas toujours où on va. On ne connaît pas les maisons. On ne connaît pas la maison des gens. On ne sait pas où se trouve la victime à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, ça peut être dans un centre commercial, dans un centre d'accueil. Donc, de guider les paramédics. L'objectif, c'est qu'on soit au chevet du patient le plus rapidement possible. Enfermer les animaux. Hein, des fois, des chiens, des chats peuvent distraire le travail des paramédics. Puis ça peut même avoir des impacts aussi. Des fois, des chiens qui sont un peu protectionnistes, un peu protecteurs, je devrais dire. Des chiens protecteurs, ben, si on touche, ou du moins si les paramédics interviennent auprès de leur maître, ben, des fois, ça pourrait susciter des comportements indésirables auprès des animaux. Donc, puis c'est pas tout le monde non plus qui est à l'aise avec les animaux. Donc, lorsque possible, on demande de mettre les animaux de côté et sortir toute l'information relative au patient, sa carte d'assurance maladie, les médicaments qu'il prend. Tous ces petits gestes vont réduire de façon significative l'intervention. Les paramédics n'auront pas à chercher pour leur information et ça peut avoir des impacts là, hyper positifs sur comment va s'en sortir la personne auprès de qui les paramédics et auprès de qui vous êtes en train d'intervenir. Parce que les appelants deviennent des intervenants et ça, c'est hyper important de se le dire. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les RMU sont au téléphone. Hein. Fait que tout se passe dans les oreilles. Oui, il y a certains moyens pour justement des personnes en situation de handicap pour qu'on réussisse à se comprendre, mais tout se passe dans les oreilles. Alors, c'est important de rester le plus calme possible. Restez en ligne aussi, ne raccrochez pas le téléphone parce que si on perd la communication, ça ne veut pas dire qu'on va être en mesure de vous rappeler immédiatement pour poursuivre les soins aux patients. Suivre les indications aussi qui vous sont données et tout dépendamment là, du type de priorisation qui est fait, bien, ça pourrait arriver si l'appel est non urgent qu'il y ait un petit peu d'attente. C'est des choses qui arrivent. C'est un peu comme une salle d'attente à l'hôpital. Hein. Si on se présente à l'hôpital, notre situation n'est pas urgente, ça se peut qu'on attende un peu pour voir le médecin. Par contre, si notre situation est urgente, on va être vu très rapidement. C'est un peu la même chose au niveau des services préhospitaliers. Les deux derniers points sont hyper importants. Vous répondez aux questions toujours au meilleur de vos connaissances. C'est important de ne pas inventer des choses. Donc, si vous ne le savez pas, dites-le, je ne le sais pas. C'est tout à fait acceptable comme réponse. On préfère avoir un je ne le sais pas que des faussetés ou qu'on se fasse
orienté vers une mauvaise information. Si vous ignorez la réponse, dites-le. Aussi hyper important. Je vous ai dit depuis tantôt, faire de la RCR, faire de la désobstruction des voies respiratoires, débarrer la porte, sortir les médicaments. On est très conscient que c'est pas possible pour tout le monde de faire ça. On est très, très, très conscient. Donc, c'est hyper important lorsque c'est le cas de signaler votre handicap et les limites que vous avez à la personne avec qui vous êtes au téléphone le plus rapidement possible. Donc, cette personne-là, elle est formée, elle est outillée pour adapter ses consignes, adapter ses directives en fonction de ce que vous êtes en mesure d'offrir. Donc, c'est hyper important de le dire, je suis en situation de handicap, j'ai tel handicap, je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça. C'est important de le dire. Si vous êtes incapable de débarrer la porte, dites-nous-le également. Puis peut-être nous indiquer quelle est la meilleure façon de se présenter chez vous. Est-ce qu'il y a un concierge? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des voisins chez qui on peut frapper, par exemple, qui ont la clé de chez vous pour qu'on puisse entrer à l'intérieur du domicile sans qu'on ait à forcer la porte? Et le cas échéant, si on a à forcer la porte pour vous rejoindre ou pour rejoindre la victime, ben on va le faire. Notre priorité, c'est vraiment de porter secours. On ne souhaite pas ça. On ne veut pas briser les maisons, on ne veut pas briser les portes, mais pour porter secours, si on doit le faire, on va le faire. Jusqu'ici, question? Non, à date, dans le fond, il y avait des gens qui nous ont demandé pour la présentation. Donc, oui, elle sera disponible, là, comme j'ai répondu. Elle sera disponible après, d'ici la fin de la semaine, on vous l'enverra par courriel aux spectateurs. Ça va nous faire plaisir. Oui, et de toute façon, Absolument. elle va être en direct sur YouTube et sur LinkedIn et Facebook. Donc, vous pouvez la voir à toute heure du jour après la présentation à votre guise. C'est parfait. Excellent. Tout à l'heure, il est possible que les paramédics, une fois sur place, qu'on n'aille pas à l'hôpital, qu'on vous oriente ailleurs, qu'on vous amène ailleurs. Euh, et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle la paramédecine de régulation. C'est un peu le préhospitalier de demain. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait des choses de nouveau. Bon, puis il n'y a pas si longtemps, ce projet-là a moins de 2 ans. On parle de paramédecine de régulation, c'est-à-dire qu'à travers les services 911, on a accès à une infirmière pour deux grandes choses. Le triage secondaire. Donc, lorsque le RMU répond à votre appel et que votre situation est non urgente, ça, c'est important de le préciser, parce que si la situation est urgente, on envoie tout de suite les paramédics pour porter secours. Par contre, si la situation est non urgente, à ce moment-là, si le patient accepte, l'appel est transféré à une infirmière. Et là, ce qu'on va faire, encore une fois, c'est hyper important de signaler à l'infirmière votre handicap et vraiment là, de donner le plus d'informations possible à l'infirmière. Mais elle, son rôle, c'est de voir quelle est la meilleure trajectoire de soins pour vous. Est-ce qu'on peut éviter un transport vers une salle d'urgence puis vous orienter tout de suite vers le bon professionnel de la santé à travers un rendez-vous dans une clinique, des auto-soins, un pharmacien, un dentiste? Toutes ces possibilités-là sont là et ce qu'on veut, c'est vraiment de diriger le patient, lorsque c'est non urgent, tout de suite vers le bon service. Donc, quand vous signalez ou quand vous êtes au 911, le RMU risque de vous proposer de parler avec une infirmière lorsque votre situation est non urgente. Aussi, une autre nouveauté, quand les paramédics sont avec vous, donc sont à côté de vous, sont avec la victime, quand le patient répond encore une fois à certains critères de stabilité, parce que s'il ne va pas bien, s'il est instable, on ne se pose pas de questions, on s'en va à l'hôpital. Par contre, s'il répond à certains critères de stabilité, le même exercice va être fait avec les paramédics et l'infirmière pour voir quelle serait la meilleure trajectoire de soins pour vous. Ce qu'on veut derrière ça, c'est on ne veut pas vous amener à l'hôpital pour rien. Hein, que vous attendiez de longues heures dans une salle d'urgence pour voir un médecin puis que ça l'aille à peu près rien donné parce que vous n'avez pas été orienté vers le bon service. Ce qu'on veut, c'est vraiment, avant le transport vers une salle d'urgence, d'orienter le patient vers la bonne trajectoire de soins, puis du même coup, désengorger les salles d'urgence. Donc, c'est un beau win-win. Et je dirais là que présentement, lorsque les paramédics font une
coévaluation, c'est-à-dire quand les paramédics sont au chevet du patient, que le patient répond à certains critères et qu'il communique avec une infirmière, environ plus de 85% des cas ne vont pas à l'urgence. Donc, c'est une excellente nouvelle et les gens sont très satisfaits de ça parce que ça ne fait pas plaisir à personne d'aller dans une salle d'urgence. Et si on peut répondre à notre besoin d'une façon différente, ben on le fait et tout le monde est content. Donc ça, c'est un peu aussi le préhospitalier de demain. Donc on s'en va vers autre chose, là. La pratique évolue, la pratique grandit. À l'époque, c'était un appel au 911, une équipe de paramédics, un transport à l'urgence. On ne se posait pas de questions. Mais maintenant, on commence à parler de paramédecine de régulation. On commence à parler d'orienter tout de suite le patient vers le bon soin. Donc, c'est une belle innovation là, des services préhospitaliers d'urgence. Monsieur Lupien l'a dit tantôt, hein, la nouvelle technologie, ça va permettre quoi? Actuellement, tout se passe dans les oreilles. Dans le sens que c'est vraiment oui, encore je reviens, il y a certains outils qui nous permettent de communiquer de façon différente, mais reste que pour le RMU présentement, tout se passe dans son casque d'écoute. Mais le 911 prochaine génération, donc les prochaines technologies vont permettre beaucoup d'autres choses, notamment signaler des urgences par texto en temps réel, ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Si je fais un texto, si je fais 911 par texte, puis j'écris help, malheureusement, le help va aller un peu nulle part, à moins que le téléphone soit connecté à un agrégateur de services. Si le téléphone est connecté à un agrégateur de services, c'est-à-dire une centrale, qui, elle, va communiquer avec le 911, il y a l'appel, le texto ne se rendra pas au 911 directement. Par contre, le 911 prochaine génération va permettre ça. Je vous ai parlé de géolocalisation par triangulation. Tantôt, le 911 prochaine génération va permettre une localisation beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide des données cellulaires. Donc, de géolocaliser un patient, lorsque l'appel est fait à partir d'un cellulaire, ça va être beaucoup plus efficace, ça va être beaucoup plus rapide. Cette nouvelle technologie-là aussi va permettre de transmettre de l'information à travers des vidéos, à travers des photos. Donc, on parle de texto, vidéo, photo, triangulation, géolocalisation, puis tous les outils finalement qui peuvent se lier à un téléphone intelligent pour être linkés, pour me permettre l'anglicisme, au 911 prochaine génération. Et à ce moment-là, ça va faciliter et ça va permettre beaucoup plus de trajectoires de communication. Il va y avoir beaucoup plus de possibilités de communiquer avec l'opérateur du 911 et les RMU au 911 lorsque cette nouvelle bébelle-là va être en place. Et là, c'est en fait les gens sont en migration de la technologie actuellement, donc sont à migrer leur technologie pour permettre tout ça. Et une fois que la technologie va avoir migré, donc on va avoir une technologie qui est beaucoup plus récente, beaucoup plus robuste, ben à ce moment-là, on pourra intégrer dans le temps ces nouvelles fonctionnalités-là qui sont le texto, la géolocalisation, les vidéos, les photos, et justement, là, peut-être inclure des données domotiques pour qu'on puisse porter assistance aux gens. Donc, tout ça est géré par le CRTC. Donc, c'est vraiment une instance fédérale qui a imposé ce changement-là, puis c'est une excellente imposition, si vous voulez mon avis. Mais une fois que les gens auront migré vers le nouveau système, les nouveaux services pourront être inclus. On ne fera pas tout d'un coup, parce que ça serait beaucoup trop de changements, ça serait beaucoup trop en même temps. Hein, il y a une gestion du changement à faire, il y a de l'éducation, de l'innovation à faire, mais c'est quelque chose qu'on va rencontrer puis qu'on va connaître là, au cours des prochaines années. Clairement. Jean-Pierre, est-ce Oui, que je peux t'arrêter? On a bien une sûr. petite question. Vas-y. Parce que c'est intéressant, tu parles du 911 de prochaine génération. Hein? Mhm. Dans le fond, autant urgence santé qu'ailleurs, la migration doit se faire dans les différents centres de communication santé. Ça se fait pas tout au même rythme. Et tantôt, tu parlais de la paramédecine de régulation. La question est, est-ce que le préhospitalier, la paramédecine de régulation, je crois, là, est offert dans toutes les régions du Québec? Qu'est-ce que tu sais à ce C'est sujet? une excellente question. La paramédecine de régulation n'est pas offerte dans l'ensemble des régions, mais c'est en devenir.
il y a plusieurs régions offrent la paramédecine de régulation. Ça fait d'ailleurs partie du plan d'action gouvernemental 23-28 pour les services préhospitaliers d'urgence. Donc, c'est enchâssé dans un plan d'action du ministère. Alors, Urgence Santé, on a fait partie des premiers. Hein. Je pense que le fait qu'on soit la plus grosse entreprise ambulancière au Québec, des fois, peut amener certaines facilités ou du moins certaines opportunités qu'on puisse mettre en place des choses peut-être plus rapidement que certains services qui sont plus petits. Donc, l'ensemble du Québec est appelé à se conformer à ça, à la paramédecine de régulation, mais malheureusement, ce n'est pas encore implanté dans l'ensemble des régions au Québec. Est-ce que ça répond? Merci, Jean-Pierre. Donc, là, on a parlé un peu comment ça se passe au 911. On a parlé un peu c'est quoi l'objectif du RMU. On a parlé un peu de la paramédecine ou du moins les services préhospitaliers d'urgence qui évoluent. C'est plus juste un véhicule ambulancier avec 2 paramédics pour un transport vers la salle d'urgence, mais il y a d'autres choses maintenant, il y a d'autres offres, il y a d'autres trajectoires de soins qui sont offertes aux patients. Et on a aussi parlé de un peu ce que va nous offrir le 911 prochaine génération, donc les technologies futures. Je le répète, hein, nos RMU, nos infirmières vont être vraiment en mesure d'adapter leur intervention en fonction de votre capacité. C'est hyper important de nous informer de votre handicap, le faire le plus rapidement possible, le cas échéant, pour qu'on puisse vraiment répondre à votre besoin. Puis aussi, c'est souvent des situations qui sont chronodépendantes. Hein. Donc, on veut agir vite, mais on veut agir bien. Donc, pour agir bien, on a besoin d'avoir cette information-là. Ainsi, les RMU ils vont être en mesure d'avoir, d'une part, une meilleure compréhension de ce qui se passe, ajuster leur débit, ajuster leur thème de voix, s'informer des différentes technologies ou appareillages disponibles chez vous. C'est des choses qui sont habitués de faire. S'informer aussi, est-ce que vous êtes un usager d'un service d'interprète, entre autres par relais vidéo? Est-ce que vous utilisez un environnement adapté? Bref, l'ensemble, puis là, il en manque. Là. Assurément, il manque de l'information. Vous les connaissez mieux que moi, ces informations-là. C'est hyper important de le dire pour qu'on puisse adapter notre intervention et vous porter secours le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Moi, ça met fin à la présentation. On serait rendu, je peux cesser mon partage écran, comme ça on va se voir, puis on serait rendu à la période de questions. Alors, pour faire suite, dans le fond, à la paramédecine de régulation, puis c'est intéressant, je pense que les gens ont de l'intérêt pour ça, puis c'est vraiment, comme tu disais, le préhospitalier de demain. La question était, est-ce qu'on... J'ai-tu arrêté mon share? Je m'excuse, Hélène. Non, on le voit encore pour l'instant. Bon, un instant, je vais essayer de trouver comment on fait ça. Je crois que si tu recliques sur Share... C'est ce que j'ai en haut fait. de ton écran. Attends, My Screen. OK, My Screen. Oui, et voilà. Ça a fonctionné. Bon, super. Alors, Carole demandait, est-ce qu'on sait dans quelle région le service est offert? Je me permettrais déjà de dire que le niveau de paramédecine de régulation varie d'un endroit à l'autre. Donc, c'est pas de dire que dans des régions, il n'y en a pas ou il y en a. C'est plus où est-ce que tout le monde est rendu que ça varie. Mais je te laisserai peut-être en donner davantage. Exact. De plus en plus, il y en a parce que les infirmières, les infirmiers et les infirmières avec qui travaillent les paramédics ou qui sont chargés du triage secondaire, hein, c'est de ça dont on a parlé, ne sont pas sur le terrain, eux, ils sont dans une centrale. Et souvent, une centrale, chez Urgence Santé, on a notre propre centrale à cause de la volumétrie, à cause de la grosseur du territoire et le nombre de populations qu'on a. Mais ailleurs au Québec, on va avoir une centrale de répartition qui, elle, travaille avec plusieurs entreprises ambulancières. Mais pour le savoir, présentement, la centrale de la Montérégie, la centrale de Laurentides-Lanaudière, Capitale-Nationale ont déjà migré vers la paramédecine de régulation. Donc, c'est des services qu'on retrouve de plus en plus. Mais de façon précise, je ne serais pas en mesure de vous dire, est-ce que à Chicoutimi, par exemple, ils ont la paramédecine de régulation? Est-ce que
je ne peux pas vous dire de façon précise, mais les grands centres, donc comme ceux que je viens de nommer, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, Capitale-Nationale, sont en déploiement là, à la vitesse grand V, un peu comme nous on l'est. D'ailleurs, si on va sur le site du gouvernement du Québec, le ministère de la Santé, ils disent que c'est en installation partout au Québec Exact, présentement. exactement. De mon côté, j'ai pas d'autres questions dans le chat, Jean-Pierre. Je pense que ça répond bien aux questions qu'on a eues jusqu'à date. Les personnes aussi peuvent lever la main et puis s'ils ont des questions, et on va leur donner l'autorisation de venir la poser directement. Il y a Martin Richer puis Carole Lévesque qui ont la main levée. Oui, alors on va y aller. Voilà, Martin, tu as la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Très intéressant. Le chantier pour la mise en œuvre du 2.0, on parlait de quelques années. C'est quoi? On dit 2, 4, 5? Y a-t-il plus une précision à ce niveau-là? En fait, le CRTC a repoussé un petit peu la date parce que la date, en fait, c'était 2025, c'était mars 2025. Les centrales n'ont pas été en mesure, à travers les différents fournisseurs, de répondre à cette obligation-là. Donc, le CRTC a repoussé, c'est d'une année, si je ne m'abuse, comme date limite pour que les centres d'urgence aient installé, finalement, on va appeler ça la tuyauterie du 911 prochaine génération pour justement y intégrer les nouveaux services. Donc, il y a du retard. Il y a du retard pour de multiples raisons. Je ne pourrais pas me prononcer sur les causes. Je suis pas un informaticien. C'est un dossier que je maîtrise un petit peu moins. Par contre, ce que je sais, c'est que la date, c'était début mars et cette date-là a été repoussée. Plusieurs centres 911, que ce soit police, pompiers, ambulance, ont déjà migré vers le 911 prochaine génération, c'est-à-dire qu'ils ont déjà les infrastructures de 911 prochaine génération. Nous, chez Urgence Santé, on est à l'aube de le réaliser également, mais je crois que l'obligation légale pour que le centre ait migré, je pense qu'ils ont repoussé d'une année. Donc, ça serait mars 2026, mais c'est sous toute réserve. Là. Je ne veux pas vous induire en erreur. OK, j'aurais un autre point. C'est plus technique, c'est une interrogation que j'ai eue parce que moi, je trouve moi-même tétraplégique et je me disais, si j'ai un événement que je dois appeler à l'extérieur de ma maison, je suis au centre d'achat, exemple, je tombe puis j'ai un arrêt cardiaque ou peu importe, je suis appelé les secours ou quelqu'un appelle les secours pour moi. Il arrive quoi avec mon fauteuil roulant? Est-ce qu'il va suivre dans l'ambulance? Est-ce qu'il va être rapporté avec moi? C'est une excellente question. Hein. J'en ai déjà discuté avec M. Lupien et moi d'ailleurs, on en parle. L'enjeu que les paramédics ont, c'est toujours, il y a un enjeu d'arrimage et un enjeu d'espace. Ça dépend toujours du type aussi de fauteuil, par exemple, que vous avez. Par exemple, un fauteuil qui est non motorisé, qui est pliable, ben, c'est assez facile d'entrer de ça dans un véhicule ambulancier. Donc, règle générale, à ce moment-là, le fauteuil va suivre. Par contre, quand on parle d'un fauteuil motorisé, un fauteuil, on n'est pas en mesure. Nous, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas on n'a pas l'espace requis pour pouvoir amener ça. Donc, là, il doit y avoir une prise en charge, que ce soit les policiers peuvent être demandés sur les lieux, par exemple, pour organiser le transport, pour que le fauteuil vous suive. Ou on parle de fauteuil, mais peu importe l'équipement. Ça fait partie des enjeux. Ça fait partie des enjeux. Souvent, quand la personne aussi, puis j'en discutais avec M. Lupien, hein, des fois, on est vu intervenir, des fois, c'est un bris de fauteuil, des fois, c'est une panne, des fois, c'est présentement, ça repose malheureusement un peu sur. C'est la responsabilité de personne, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est ça. C'est un peu boboche comme réponse, c'est un peu plate comme réponse, mais ça repose beaucoup sur sur les gens qui sont sur les lieux, puis l'initiative que les gens prennent sur les lieux, que ce soit les policiers, que ce soit les autres intervenants ou que ce soit les paramédics. Mais clairement, pour les paramédics, l'emphase, ou du moins la priorité est mise sur les soins aux patients.
que sur le fauteuil roulant ou que sur les équipements. Je comprends que pour plusieurs, c'est indispensable, hein, c'est le moyen de se déplacer, c'est nos jambes, c'est nos bras, c'est nos yeux. Mais il y a plusieurs angles morts. Je ne ferai pas croire que tout est beau à ce niveau-là. Il y a plusieurs angles morts à ce niveau-là, malheureusement. Oui. Puis moi, je peux amener un point, c'est que la COFAN, présentement, on parle avec le gouvernement là-dessus, justement. Et ce qu'on demande, c'est justement que ce soit les policiers qui aient une responsabilité parce qu'ils ont à intervenir aussi dans les violences conjugales et ces choses-là. Ils ont des personnes à sortir. Alors, ce qu'on demande, c'est que les corps policiers aient des véhicules adaptés à l'avenir et puissent transporter les fauteuils des personnes. Présentement, la loi dit que ça serait au policier, s'il veut bien, il appelle une remorque et il va faire remorquer votre véhicule, votre fauteuil ou votre triporteur, quadriporteur, l'appareil que vous aurez qui est trop gros, ils vont le transporter avec une remorque, mais dans une mauvaise température, c'est pas l'idéal non plus dans quelles conditions que ça peut arriver, c'est ce qu'on expliquait. Et justement, ce qu'on demande, c'est que les corps policiers au Québec soient tous équipés d'au moins un véhicule adapté. Et puis, quand il y arrive des événements aussi, violence conjugale, ces choses-là, ben, qu'ils puissent sortir la personne avec son fauteuil et non pas faire comme ils ont fait dans certains cas où ils sortent la personne en ambulance et ils laissent le fauteuil au bourreau. C'est pas la meilleure idée, disons. Alors, c'est pas l'idée du siècle. Et c'est ce qu'on demande présentement. Alors, c'est en discussion avec le gouvernement. Puis, est-ce que ça s'appliquerait même au niveau, mettons, tu sais, je pense à ceux qui ont des chiens d'assistance ou des chiens guides. Tu sais, le chien, il arrive quoi avec le chien au moment que la personne est prise en charge? Oui, on comprend qu'on veut sauver quelqu'un, mais l'animal... Le chien guide, si je peux me permettre, M. Richer, le chien guide suit. Okay. On a même, ça a fait l'objet d'un projet chez Urgence Santé. On a même les crochets d'arrimage à l'intérieur du véhicule ambulancier pour le chien guide. Donc, ça a été une problématique. On a même une méthode aussi, nous, de décontamination du véhicule suivant l'intervention, justement, pour éviter des réactions allergiques ou quoi que ce soit d'un éventuel patient. Donc, ça, on a une procédure qui encadre vraiment le chien guide lorsqu'une personne a besoin d'un transport ambulancier, son chien guide accompagne. Donc, OK, parfait. Donc, ce serait excellent qu'on fasse la même chose avec un protocole pour les fauteuils roulants, que ce soit via vous ou via les policiers qui prendraient charge de faire sûr que le fauteuil suit le patient. Si vous saviez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un enjeu d'espace qui n'est pas le même. Mais oui, j'ai de mon côté d'ailleurs, après avoir discuté avec M. Lupien, j'ai déjà commencé à en parler avec certains collègues qui, eux, ont des liens privilégiés à des tables avec certains services de police. Donc, ça fait partie des discussions. Merci beaucoup. Je peux même vous dire, un des chefs de police qui est très touché par la situation, et c'est celui de la police de la Ville de Montréal, qui nous a demandé d'ailleurs comment il pouvait obtenir des véhicules adaptés. Il a découvert qu'il y avait une subvention qui existait pour ça. Et il est prêt à en mettre 4 véhicules, lui, à Montréal pour faire les 4 secteurs. Alors, ça devrait être popé. Ça va venir avec le temps. Et c'est ça. On demande à tous les corps de policiers, là, tranquillement, pas vite. Et on veut aussi qu'il y ait à Nicolette un cours de formation sur l'approche envers les personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec le véhicule, l'appareil de la personne ou quoi dans les situations? On voudrait que ça devienne une formation obligatoire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors là, on va aller avec Austin. Je vais lui donner la parole. Voici Austin, à ton tour. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Merci. En premier, merci beaucoup pour la présentation. Elle est fort intéressante et on devrait tous la participer, mais merci quand même, vous l'avez enregistré. Moi, j'ai une petite question. Vous disiez tantôt qu'il fallait s'inscrire sur une liste en cas d'urgence où il y a un incendie au domicile, c'est bien ça? Non. Non, mais ça existe. Mais ça existe. Est-ce qu'on recommande aux gens contacter le service incendie de votre secteur? Habituellement, ils ont un formulaire que lorsque vous avez une personne en situation de handicap, où vous allez toutes rentrer les données, aussi les personnes à contacter, etc. Et dès que eux autres ont enregistré ça dans le système informatique, dès qu'ils ont un appel chez vous, ça va indiquer immédiatement c'est une personne en situation de handicap, etc. Et surtout pour un feu,
ils savent qu'ils doivent aller vous sortir à l'intérieur. Donc, les premiers, là, ils vont arriver, ils veulent aller voir où est-ce que vous êtes et tout. Ils vont intervenir en considération. Ça fait longtemps que ça existe. Et tous les services d'incendie au Québec l'offrent le formulaire. Alors, ceux qui sont en campagne, voir avec votre municipalité, demander au service d'incendie. Et habituellement, ça, c'est les pompiers qui régularisent ça. Mais après ça, c'est enregistré au 911. Même le 911, quand ils vont voir l'appel, ils vont voir qu'il y a une personne handicapée à l'adresse lorsque le formulaire a été rempli. D'accord. C'est vrai que juste une personne en situation de handicap, je sais que dans le passé, on m'avait demandé de s'inscrire dans ce temps-là. Je me rappelle pas si c'était avec la ville de Montréal, mais ça se peut qu'avec service incendie des pompiers. Le seul hic dans tout ça, c'est que je suis souvent en voyage d'affaires, que ce soit à Ottawa, Montréal et tout. Là, vous avez bien mentionné, j'ai bien aimé quand vous avez mentionné comme quoi que dès qu'on reçoit l'appel, on sait avec le GPS de localisation et tout. Si pour X raison, je ne peux pas répondre et vous arrivez chez moi, est-ce que vous devrez quand même casser la porte pour entrer? Il y a une procédure qui existe. C'est sûr que si vous êtes à l'extérieur en voyage d'affaires avec la géolocalisation de votre téléphone, et vous avez votre téléphone avec vous, elle ne vous identifiera pas chez vous. Elle va vous identifier ailleurs. Par contre, il y a toute une procédure de défonçage qui existe, là, que les paramédics ont. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ben, il y a tout c'est quoi le type d'appel, qui était l'appelant, comment est-ce que ça s'est déroulé, est-ce qu'il y a des alternatives au défonçage, fait qu'il y a une série de questions qui doivent se poser, mais si on a un doute raisonnable de croire qu'il y a une personne, qu'il y a une victime derrière cette porte-là, à ce moment-là, il y a un contact, par exemple, où on va entamer les procédures ou le processus de défonçage avec nos collègues du service d'incendie, plus souvent qu'autrement, parce que ce sont eux qui ont les bons équipements pour pouvoir forcer une porte et avoir accès aux patients. Mais on le fait pas de façon systématique. Il y a une analyse qui est faite avant. On va essayer de trouver des alternatives au défonçage. Par contre, si on suspecte qu'une personne est en détresse de l'autre côté de cette porte-là, on n'hésite pas. Notre objectif, c'est de porter secours. Puis, de là vient l'importance de remplir le formulaire qu'on disait tantôt avec les services de pompiers qui s'en vont au 911. Parce que eux, quand ils vont savoir votre appel, ils vont savoir que vous êtes une personne handicapée. Vous avez une autre personne, habituellement, qui vont vous demander, qui est très près ou quoi, qui peut intervenir aussi. Alors, qui pourrait barrer votre porte, débarrer votre porte, etc. Ils ont tout ça dans le questionnaire, vous allez voir. Alors, ça vaut la peine de remplir le fameux formulaire. Il est obligatoire d'avoir le formulaire pour une raison. La loi 25, maintenant aussi, des renseignements confidentiels. Donc, vous autorisez Urgence Santé, automatiquement les 911 et tout ça, à pouvoir divulguer le renseignement que vous êtes une personne en situation de handicap, qui doivent intervenir, qui peuvent contacter ces choses-là. Alors, ça fait partie du fameux formulaire. Alors, on le recommande à tout le monde, là, vraiment en situation de handicap, d'aller faire remplir ce formulaire-là. Il n'y a pas de problème si c'est moi qui appelle, vous allez localiser, c'est moi qui vais répondre aux questions. Mais dans le cas où moi je suis à l'extérieur de la maison et qu'il y a un incendie à côté, le service incendie, ils vont voir est-ce que vraiment il y a une personne handicapée quelque part. De toute façon, ils vont le voir. C'est un débarcadère avec une entrée personnelle pour une plateforme élévatrice. Et si moi je suis pas là, est-ce qu'ils vont ils vont me contacter? C'est quoi la procédure à ce moment-là? Pour ce qui est des services ambulanciers, nous, on va être en contact avec la personne qui nous a appelés. Hein. Le numéro de rappel va être celui, normalement, de la personne qui nous a appelés. C'est sûr que si la fiche appel, notre fiche d'intervention, contient d'autres informations avant de défoncer, si par exemple, on a un deuxième numéro de téléphone dans la fiche appel, on va tenter d'appeler avant de procéder à un défonçage. Mais je ne peux pas me prononcer, par contre, en cas d'incendie, quelle est la procédure du service d'incendie ou des services d'incendie. Ça, je ne suis pas en mesure de répondre si eux, ils voient là, qu'il y a soit de l'équipement pour personnes à mobilité réduite ou des choses comme ça. Je ne connais pas malheureusement là, leur procédure. Ouais. C'est ça qui m'inquiétait dans le passé, dans ce stade-là, parce que je sais qu'il y a déjà eu un feu à côté de chez moi dans le passé. Et ils ont pas, en tout cas, ils ont failli, comment dire, casser la porte parce qu'ils ne savaient pas si j'étais là. Voilà, mais ça, je parle dans les années début 2000, là, fait qu'il n'y avait pas de la technologie qu'on a présentement. Mais ça reste toujours que ça m'inquiète un peu que le fait que je sois à l'extérieur et qu'on voit vraiment qu'il y a une personne là.
est-ce qu'ils vont identifier l'adresse avec la personne qui reste là, avec vos services, je sais pas, votre système, pour me contacter si vous êtes, monsieur, est-ce que vous êtes là ou vous êtes Le, à l'extérieur? Non, pas nécessairement, pas d'emblée, parce qu'on ne sait jamais comment l'appel va entrer, quelle information on va avoir dans la fiche appel. C'est sûr que c'est pas une bonne idée de mettre une pancarte sur votre porte de dire que vous êtes à l'extérieur. Mettons que Non, c'est très invitant pour les voleurs. pour les voleurs, oui. Mais par contre, je connais pas votre situation, mais si vous avez un voisin de confiance, par exemple, ou tu sais, des gens qui pourraient répondre advenant une problématique OK, dans votre domicile, la personne, on va d'accord, se fier à un voisin, par contre. On va se fier à une personne fiable à côté. d'accord, Si la personne vient nous voir et elle dit, Monsieur, Madame est en voyage d'affaires, il n'est pas là, il m'a prévenu, mais à ce moment-là, il n'y aura pas de défonçage. Oui, d'accord. puis Ben, oui, allez-y. il faut prendre en considération, comme exemple, nous, à la Cofan, on travaille avec des lignes IP. Ça veut dire que je peux être à la maison ou au bureau, mais le téléphone que j'ai, c'est toujours comme au bureau. Avec les Alors, VPN également, c'est la même c'est chose, ça. Et effectivement. là, ce qu'on dit aux gens, et même sur vos cellulaires, quand vous allez chercher là, le fameux coffre qu'on ne lit pas, là, justement, c'est marqué que à tous les fois que vous allez faire affaire avec le service 911, ne pas oublier de dire où vous êtes, la première des choses, et pour l'intervention, parce que les autres, s'ils voient, oui, vous êtes une personne handicapée, mais là, vous leur dites en même temps, je ne suis pas chez moi, je suis ailleurs, ils vont prendre en considération là où vous êtes, et c'est une obligation à un moment donné de le dire, parce que sinon, moi, c'est la ligne IP. Si j'appelle la ligne IP, je serais 911 présentement. Pour eux, je suis au bureau et pourtant, je suis en télétravail. Alors là, il y aurait un problème s'ils vont à Montréal. Ils envoient urgence santé alors que je suis sur la rive sud de Montréal. Là, on va avoir un problème, là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, la première chose lorsque vous faites un appel au 911, c'est de dire, je suis à tel endroit. Même moi, ça m'est arrivé arrêter pour des accidents sur l'autoroute ou n'importe quoi. J'appelle, je déclare l'accident. Et je dis, elle est à tel endroit, et c'est pour vraiment identifier là où je suis et avec qui ils ont besoin de m'établir. Parce que des fois, mon cellulaire va m'envoyer, exemple, ça m'est déjà arrivé, j'étais sur le bord de la 132, et il me donne avec Montréal, mais la 132, là, c'est pas Montréal qui va le couvrir. Alors là, il faut le donner vraiment à notre position. Je suis sur l'autoroute 132, et là, ils disent, ah, OK, excusez-moi, je vous envoie au service de la Rive-Sud. Et ils vont vous envoyer au bon service. Alors, c'est toujours important. La première chose lorsque vous appelez le 911, c'est de dire là où vous êtes. C'est vraiment important. D'accord. Excellent. Surtout si vous avez oublié de faire vos changements d'adresse ou ces choses-là, à un moment donné, il y aurait de la mauvaise Ouais. adresse aussi. Donc, c'est important de donner votre endroit. C'est Mais un Christine, excellent, est-ce que un ça excellent répond à votre commentaire. question? Oui, oui, ça répond Oui, bien. Là, c'est plus clair. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à m'inscrire au service d'incendie, comme quoi je suis une personne à mobilité et réduite, ça. parfait. Et ça tombe bien parce que je suis dans une coopérative et que je vais avertir mes collègues, mes voisins, comme quoi que je suis inscrit en cas où il arrive X malheur. Puis C'est bon. lorsque vous êtes à l'extérieur, peut-être les prévenir, hein, surtout si Oui, c'est ils le savent. prolongé. Bon, à ce moment-là, c'est parfait. Et il y a quelqu'un Merci, qui hein. disait tantôt, justement, que c'était pas disponible dans toutes les régions du Québec. C'est supposé être disponible, le fameux formulaire, dans toutes les régions du Québec. S'il l'est pas, ben, parlez avec votre municipalité, demandez-leur pourquoi c'est pas disponible. Parce que si vous êtes en situation d'urgence, il faut qu'ils connaissent votre situation. Moi, c'est une personne en fauteuil roulant qui est dans son lit, qui a besoin d'aide pour être levée, puis qui a le feu dans sa maison. Je pense que les pompiers ont besoin de rentrer assez vite pour la sortir de là. Alors, je pense que c'est important qu'ils soient au courant des situations et normalement, ils devraient avoir le formulaire. Et je sais que dans certaines régions, c'est pas la municipalité, mais la MRC qui a le fameux formulaire. Alors, il faut juste vérifier aussi, voir si ça serait pas votre MRC qui aurait le formulaire, justement, à faire remplir pour le 911. Merci, messieurs. Continuez votre beau Ça travail. me fait plaisir, merci. Jean-Pierre, on a une question Oui. de Carole qui demande est-ce que la nouvelle génération prévoit un service uniforme pour que les personnes avec un handicap soient en mesure d'indiquer préalablement leurs conditions et leurs besoins particuliers en cas d'urgence? Clairement, notre objectif, nous, dans un monde idéal, c'est que l'intervention soit rattachée au numéro d'assurance maladie. Tu sais, si on était capable de rattacher vraiment à la personne, là, on pourrait mettre une quantité d'informations beaucoup plus importante que si c'est lié à une adresse, par exemple. Actuellement, notre intervention est souvent liée à un numéro civique ou à une adresse. Et là, même si je mets des commentaires à cette adresse-là, ben, s'il y a un déménagement, l'information tombe
caduque, elle n'est plus pertinente. Aussi, on ne sait pas s'il y a plus d'une personne qui vit à cette adresse-là. Est-ce que l'information qui est liée à l'adresse est pour la bonne personne? Donc, on est très prudent lorsqu'on met de l'information liée à une adresse. Mais assurément qu'avec Santé Québec, avec le dossier Santé Québec, avec la technologie qui s'améliore, quand on va être capable vraiment de cibler la personne avant l'arrivée des paramédics, par exemple, et d'associer de l'information, assurément que ça va être fait. Présentement, c'est pas possible de le faire, mais l'assurance maladie, ou du moins ce que contient la RAMQ ou le dossier de quelqu'un là, au niveau de la RAMQ, est excessivement riche en information. Présentement, on n'y a pas accès, mais éventuellement, je pense qu'on tend vers ça. L'objectif, c'est vraiment d'outiller les gens pour offrir le meilleur service. Puis, en même temps, en regardant la question, là, vous savez, quand vous avez votre cellulaire maintenant, les nouvelles technologies, vous pouvez mettre votre dossier santé dans votre téléphone, donner vos conditions et tout ça. Et c'est possible pour les ambulanciers, sans connaître votre code, de pouvoir ouvrir ça sur un appel. Ils ont un moyen de l'ouvrir et ils peuvent avoir tous les détails. Donc, ça vaut la peine de le remplir, ça aussi. Et ça peut donner plus d'informations. Il y a Dominique Salgado qui a une question. Je donne la parole. Dominique, tu peux parler. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on vous entend bien. Bon, écoutez, vous parliez tantôt de protocole. Dans un cas de refus de soins ou de refus de transport, c'est quoi les alternatives qui sont proposées? Ben, il faut voir un peu qu'est-ce qui a mené au refus. Pourquoi la personne ne veut pas être transportée? Il y a plusieurs motifs à ça. La personne veut rester chez elle, tout simplement. Ça, à ce moment-là, c'est son droit le plus entier, à partir du moment où la personne est apte à décider. C'est sûr qu'il y a un niveau d'aptitude là-dedans. Si la personne veut rester chez elle, nous, on a les formulaires, ce qu'on appelle nos formulaires de refus de transport, où la personne, en toute connaissance de cause, refuse d'être transportée à l'hôpital, signe le refus de transport et à ce moment-là, les paramédics vont quitter. Il y a des refus aussi qui... ça arrive que la personne, nous, ce qu'on propose, c'est de l'amener à l'endroit où elle ne veut pas aller. Puis quand je parle si par exemple, une personne est suivie à Maisonneuve-Rosemont, je dis n'importe quoi, et moi, j'offre de l'amener à l'hôpital Fleury. La personne refuse d'aller à Fleury, mais moi, il y a une régulation des transports ambulanciers qui est faite sur le territoire montréalais et les paramédics ne peuvent pas aller dans les hôpitaux qu'ils veulent. Il y a une régulation qui est faite et souvent on nous impose un centre hospitalier pour les cas généraux. Quand on parle de cas spécifiques ou de cas d'appartenance, ça c'est différent, mais pour les cas généraux, on nous impose une destination et peut-être que cette destination-là ne convient pas aux patients. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, à ce moment-là, ça se traduit encore une fois par un refus de transport, puis la personne peut s'y rendre par un autre moyen, peut se rendre à l'hôpital de son choix par un autre moyen qu'un véhicule ambulancier. Quand on parle d'un refus de transport, c'est uniquement pour le transport ambulancier. Ça n'a pas d'impact. Même l'hôpital ne sait même pas qu'il y a un refus de transport de signer. Puis, moi, je sais que ça m'est arrivé pour un appel, justement parce que j'ai une maladie rare. Et vraiment, l'hôpital qui a mon dossier, c'est important parce qu'il y a beaucoup de médicaments que j'ai pas droit et tout. Quand l'appel a été fait au 911, je leur ai dit que c'est un transport qu'il faut voir qu'ils s'en aillent à l'hôpital Charlemagne dans mon cas. Et les ambulanciers, quand ils sont arrivés, étaient au courant qu'il fallait qu'ils m'emmènent à Charlemagne pour une raison spécifique parce que c'est une maladie rare. Et je suis traité là-bas et ils connaissent tout mon dossier, ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Alors ça, c'est une chose importante de le signaler aussi, comme on dit. Il ne faut pas avoir peur de donner les renseignements, il faut les donner au 911 aussi quand vous appelez. Et là, ils vont faire en sorte que l'ambulancier va avoir l'autorisation de le faire parce qu'il y a une condition spéciale. Et absolument, il vérifie avec l'hôpital d'ailleurs, est-ce que le patient est rattaché à vous pour telle raison? Puis là, comme moi, Charlemagne ont confirmé, oui, M. Lupien, vous l'emmenez ici. Et j'ai eu mon transport, là. Exact. Il y a 3 cas possibles. Rapidement, là, je veux pas, parce que c'est quand même assez complexe, la désignation des centres hospitaliers, mais rapidement, il y a des cas d'appartenance. Donc, votre cas à vous, M. Lupien, ce que vous dites, c'est un cas d'appartenance. Il y a des cas spécifiques. Les cas spécifiques, c'est en fonction de la condition du patient. Par exemple, c'est de la traumatologie, des problèmes d'AVC, des problèmes cardiovasculaires. Là, il y a des centres hospitaliers qui sont pré-ciblés
pour ce type d'intervention-là. Donc, ça, c'est des cas spécifiques. Et lorsqu'on parle de cas généraux, ça, c'est un cas où est-ce qu'à peu près n'importe quelle n'importe quel centre hospitalier est outillé pour répondre aux besoins. Donc, c'est avec ce type d'intervention-là qu'il y a une régulation qui est faite à travers les salles d'urgence sur le territoire montréalais-lavallois. Donc, c'est dans ces cas-là où est-ce que des fois on se fait imposer un centre hospitalier et malheureusement, le choix du patient n'est pas disponible. Alors, c'est vraiment intéressant. Là, il y a une personne qui a une question à Koufen, et voilà. Alors, vous avez la parole à Koufen, je ne sais pas votre nom. Bonjour, Koufen, moi c'est Québec. Evelyne d'Acouphène, Québec. Vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Oui, Oui, on vous entend. D'accord. Par rapport à des gens qui ont des acouphènes, donc c'est pas une surdité totale, mais parfois ils peuvent avoir de la difficulté à comprendre, puis ça s'accompagne aussi d'une certaine détresse psychologique. J'imagine que vous devez avoir des procédures de communication pour pouvoir entrer en communication avec ces gens-là. Absolument. Les gens ont, d'ailleurs, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la présentation, hein, les gens Ouais, souvent vont ajuster leur débit, vont ajuster OK. le volume avec lequel ils parlent, vont s'assurer aussi de la compréhension. Et dans le doute, parce que là, on parle, oui, on parle d'un handicap, mais par contre, on fait face à une réalité montréalaise, barrière Mhm. linguistique. La personne n'est pas en situation de handicap, mais elle parle juste le mandarin. Ouais, c'est Des vrai. fois, c'est d'essayer de trouver des façons d'obtenir de l'information. Et dans le doute, on va toujours envoyer une ressource. Puis dans le doute, on va l'envoyer avec un niveau d'urgence un petit peu plus élevé pour s'assurer là, justement qu'il y ait une évaluation. Parce qu'une fois sur place, ben, c'est beaucoup plus facile d'apprécier et d'évaluer l'état d'un patient que ça l'est à travers un casque d'écoute. Donc, oui, nos répartiteurs et répartitrices sont très sensibles à ça. Donc, quand à partir du moment où on leur dit, on leur fait part de notre handicap, ben, les gens vont ajuster à ce moment-là leur débit, leur tonalité, ils vont articuler plus, du moins, ils vont s'assurer de la compréhension des gens et ils vont prendre le temps qu'il faut pour rassurer le monde avec qui ils sont au téléphone. Merci. et moi, j'emmènerais une question pour vous, parce qu'on sait que les hôpitaux, par exemple, maintenant, ils ont l'obligation d'avoir des personnes formées pour les personnes sourdes, des malentendantes. Ils arrivent avec une tablette, et puis il peut y avoir une communication avec une tablette. Donc, ils vont rejoindre un interprète, comme on a présentement, justement, ou il y a d'autres, partout au Québec, ils ont des moyens de rejoindre. Est-ce que vous avez la même chose au niveau des ambulances quand vous arrivez chez un patient? Si vous arrivez avec une personne sourde ou malentendante, avez-vous encore accès à un service comme ça, exemple, On y a d'interprétation? accès, mais je dirais que avec les téléphones intelligents maintenant, souvent, hein, les paramédics vont regarder quel est le moyen le mieux adapté pour communiquer avec la personne. Parce que l'objectif, c'est de communiquer. Et maintenant, avec le dictaphone, souvent, le paramédic va dicter quelque chose à son téléphone, va le montrer à la personne. La personne est en mesure de comprendre. Fait que des fois, on a moins recours peut-être à certains services qu'on avait à l'époque où les téléphones n'existaient pas. Ou du moins, les téléphones existaient, mais pas avec la technologie là, auquel on est habitué de travailler maintenant. Fait que même au niveau du Google Translate, au niveau il y a plusieurs choses qu'on est en mesure de faire et chaque paramédic a non seulement son téléphone intelligent, il y en a à bord des véhicules ambulanciers. Donc, souvent, on va travailler avec ça, mais on fait preuve d'innovation parce que ce qu'on veut, c'est de comprendre le besoin du patient, c'est de comprendre ce qui se passe et c'est d'être en mesure de lui justement transmettre des consignes, expliquer ce qu'on va faire et le transporter dans un centre hospitalier. Mais avec le téléphone intelligent maintenant, ça fait des petits miracles. Ou souvent, il y a des gens qui sont à l'intérieur même du domicile qui sont aptes à nous aider dans ce genre d'intervention-là. Tu sais, quand on parle d'un enfant, par exemple, qui ne sait pas lire, bien souvent les parents sont en mesure de nous aider, sont en mesure de nous assister. Donc, je dirais là, que c'est assez rare qu'on ne réussisse pas à entrer en communication avec nos patients. Une question que j'amènerais aussi, souvent, parce qu'il y a beaucoup de maladies rares, il y a beaucoup de personnes affectées par des maladies rares, justement, et lorsqu'ils font affaire avec le système hospitalier, ben, dans certains hôpitaux, oui, ils respectent les patients experts qu'on appelle, parce que souvent, dans des conditions comme ça, le patient devient un expert de sa maladie, même des fois mieux que son médecin.
Vous, au niveau ambulancier, c'est quoi votre vision là-dessus, justement? Écoutez, vous me devancez, hein, parce qu'on a eu la chance d'en discuter ensemble lors d'une autre rencontre. C'était pas vraiment quelque chose qui était abordé en préhospitalier. On sait pas, parce qu'on est très encadré dans des protocoles. On a parlé un petit peu, les paramédics doivent appliquer des protocoles. Par contre, le jugement clinique prend de plus en plus de place. D'ailleurs, les prochains protocoles d'intervention pour les paramédics au Québec font beaucoup plus, appellent beaucoup plus le jugement clinique de la personne. Et lorsqu'on a parlé de patients experts, justement experts de leurs conditions, on a entrepris des discussions à l'interne. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, parce que là, notre directeur médical est à l'extérieur, mais dans les prochaines semaines, on a prévu, je n'ai pas la date exacte, mais on a prévu une rencontre avec lui justement pour discuter de ça. On en a parlé entre nous. Et là, on fait une présentation à notre directeur médical pour voir de quelle façon cette réalité-là pourrait influencer nos protocoles, influencer notre pratique pour justement écouter le patient expert qui est probablement le plus connaissant de sa condition et de l'écouter à travers des soins qu'on lui prodigue. Oui, c'est ça. Et je vous avais expliqué une situation, justement, parce que moi, ma maladie fait que je peux avoir une crise. Je la sens venir aussi avant. Et je suis capable de dire à la personne, excuse, là, je vais faire une crise. Ça ressemble à un AVC, mais c'est pas un AVC. Il va pas mettre les gyrophares puis mettre la vie des autres en danger. Et la première chose, quand je suis tombé, elle me plogne. Et même je l'entends parler. Moi, je reste conscient, sauf que je peux pas y parler à rien. Et je l'entends dire, justement, à l'hôpital, ben, son électrocardiogramme est bon, mais c'est un AVC qu'il y a. Fait qu'eux autres, elle enclenche tout ce qui est AVC. Et celle qui chauffe en avant, ben, elle accélère, met le gyrophare, let's go, on coupe. Et moi, je trouve qu'elle mettait la vie des autres en danger, justement, pour rien. Ben, vous avez raison, hein. Vous avez raison. Des fois, quand on est entraîné, hein, pour évaluer des signes cliniques. On est entraîné puis on se fait, c'est de cette façon-là qu'on procède. Donc, tu sais, des fois, vision tunnel peut amener ce genre de comportement-là, mais la pratique évolue. On en a parlé un peu tantôt. Ouais. Puis clairement, d'écouter peut-être davantage, surtout un patient qui a une maladie rare, une maladie connue, qui se connaît, qui sait de quelle façon ces signes et symptômes vont se manifester. Clairement, on a tout intérêt à écouter cette personne-là et d'appliquer là, nos soins en fonction de ce qui nous est dit, clairement. Mais je vous rassure, c'est sûr, depuis qu'on s'est parlé, c'est pas tombé dans les oubliettes. D'ailleurs, on va en parler avec notre médecin. Puis si à Montréal-Laval, on peut être les premiers à participer peut-être à un projet ou avoir certaines influences au niveau de nos protocoles, ben, je serais fier de ça. C'est vraiment menti. En tout cas, est-ce que, Mathieu, tu as des questions? Non? Je crois qu'on a fait le tour, M. Lupien, des questions. Oui, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, effectivement. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Michel Godet. Juste un instant. Oui, Michel. Toi, la parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. OK. On avait parlé lors de la rencontre d'une personne de la sensibilité chimique multiple qui réagit au parfum et les ambulanciers ont des produits parfumés. On fait quoi? Effectivement. Ça aussi, j'en ai parlé d'ailleurs avec ma collègue, Mme Auger. Pour l'instant, on n'a rien qui encadre ça. Ça aussi, ça fait partie je sais qu'on en a parlé la dernière fois, je me souviens plus quel hôpital, là, qui était un hôpital sans parfum, qui avait adopté effectivement une procédure. Ça aussi, c'est des choses qui ont commencé à être discutées, mais présentement, il n'y a rien qui encadre ça au niveau tant d'urgence santé qu'ailleurs au Québec, mais ça fait partie également là, des choses que l'on discute pour arriver à autre chose. Si je peux me permettre, Monsieur Godet, Jean-Pierre, justement, m'a partagé l'échange qu'il avait eu. Et les deux éléments qu'on vient de parler, autant l'intervention de M. Lupien que la vôtre, ça va faire partie sûrement là, de ce qu'on va travailler dans le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2025-2026. Là. On est en train justement de le rédiger et on retient vraiment ces éléments-là pour dire, ben, OK, questionnons-nous,
où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui se fait. Donc, un peu de voir là, avec des suggestions que vous avez faites, qu'est-ce qui s'est fait ailleurs. Puis, donc, ça va sûrement s'intégrer là, à notre plan d'action de cette année. Fait qu'un grand merci. Puis un élément supplémentaire aussi lors de la discussion, vous aurez compris, les gens qui assistaient, qu'on a eu une petite discussion il y a quelques semaines. Il y a aussi la notion des masques avec visière qui avait été discutée. On en a à bord des ambulances. Donc, c'est en quantité limitée, mais on en a quelques paires à bord des véhicules ambulanciers pour justement, lorsqu'on fait face à un patient dans une situation où est-ce qu'il doit lire sur les lèvres, ben à ce moment-là, le paramédic peut mettre un masque avec une visière qui permet de voir la bouche. C'est aussi bon pour les personnes avec DITSA aussi, Oui, le masque absolument. avec visière, ça facilite l'intervention. Mais en même temps aussi, ce que M. Michel Godin emmenait, c'est que si on regarde en Ontario, dans la politique RH de tout ce qui est santé, ils ont une obligation de rentrer sans parfum. Les employés n'ont pas le droit de porter de parfum, comme pas le droit de bijoux et ces choses-là, comme vous avez dans les politiques RH. Donc, ils l'ont mis dans les politiques RH en Ontario. Donc, le personnel, tout ce qui est personnel ambulancier, hospitalier, les cliniques médicales n'ont pas le droit d'avoir de parfum. Et ils n'ont pas le droit non plus d'utiliser de produits chimiques pour des infections et tout ça. Ils doivent avec des produits biologiques maintenant. C'est la différence, mais ça fait partie des politiques que le ministre n'a pas encore écrit, malheureusement. Alors, je pense qu'on a fait le tour. En conclusion, Jean-Pierre? Merci. Merci de vous intéresser aussi. Je pense qu'il y a un beau travail d'équipe qui est en devenir. On va dire ça comme ça. Je pense que Urgence Santé aussi met tout en œuvre pour répondre, d'être le plus inclusif possible, de répondre à l'ensemble de sa population. On le travaille, on veut le travailler avec vous. C'est hyper important. Puis je me sens privilégié là, d'avoir eu un moment comme aujourd'hui pour avoir eu d'une part de vous parler un peu de ce qu'on fait, puis de démystifier certaines choses, mais surtout mettre la table à une belle collaboration. Oui, puis moi je réitérerais, Jean-Pierre, si jamais vous voulez avoir de la formation aussi pour l'approche envers les personnes handicapées et tout ça, ça va nous faire plaisir, on va coopérer avec vous. Aussi pour voir les politiques qui devraient être changées, justement quand on parlait de sans parfum, etc. Et justement aussi peut-être travailler ensemble pour faire en sorte que les corps policiers qui soient équipés au Québec pour pouvoir justement déplacer le fauteuil de la personne et tout ça. Il faut emmener ça au niveau de l'urgence. Alors je pense que on n'a pas fini de travailler ensemble et un bon avenir, je pense, à travailler justement sur ces points-là. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez mis pour venir parler aux gens et tout ça. D'ailleurs, ça va être disponible sur YouTube, ça va être disponible sur la page LinkedIn et sur la page Facebook de la COFAN. Vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont pouvoir revoir la vidéo. Si des fois vous vous rappelez pas quelque chose, vous allez pouvoir aller voir la vidéo aussi. Et je pense que il va en avoir d'autres aussi, d'autres webinaires que la COFAN va faire maintenant, justement pour informer les gens au Québec de ce qu'il y a comme possibilité et tout ça. Il faut informer les gens. Et vous êtes les premiers. Alors, vous avez cassé la glace, fait qu'on va s'habituer. On est fiers de ça. Oui, et puis je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Alors, on va remercier les gens d'avoir participé. On a quand même eu pas mal de monde, 16 personnes tantôt qui écoutaient la conférence. Alors, c'est bien. Puis sûrement, quand on va voir le nombre de personnes qui vont aller visionner la vidéo aussi, ça va augmenter énormément. Et il y a eu des bonnes questions. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux gens. Oui, merci aussi aux gens pour avoir participé. Absolument. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Merci. Au revoir.